Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. D'abord, je vais me présenter, je m'appelle Mathieu Parizeau, je suis développeur chez ManoMano et ce soir, j'ai une confession à vous faire. Je suis un imposteur. En fait, si on y réfléchit un petit peu, je suis là à vous faire un talk sur le syndrome de l'imposteur et en fait, techniquement, je suis ni médecin, ni psychologue, ni psychiatre ou quoi que ce soit. J'ai jamais analysé aucune étude sur le sujet, j'ai jamais ouvert un bouquin sur le sujet. Et encore pire, je ne sais toujours pas si syndrome ça prend un accent circonflexe ou pas. Donc, là, globalement, vous vous dites, oulala, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il va nous raconter en effet, c'est pas super bien parti. Mais attendez, vous ne levez pas tout de suite pour partir. Si je suis là, c'est qu'il y a probablement des raisons. Si on y réfléchit avec un autre point de vue, techniquement, je vous le dis, je doute de moi-même, je suis aussi victime de syndrome de l'imposteur. Et comme je suis là devant vous aujourd'hui, c'est qu'au moins en partie, j'ai réussi à le surmonter. Donc c'est déjà pas mal. Et en plus, à force de faire des conférences, de croiser des gens, c'est quelque chose avec qui je discute souvent, en fait, des gens qui l'ont eu, qui l'ont pas eu, qui l'ont surmonté ou pas. Et du coup, aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de partager mon expérience avec vous, espérer peut-être vous aider à lutter contre ce syndrome de l'imposteur si jamais vous le ressentez. Alors voilà, donc maintenant vous êtes prévenu, je suis un imposteur, donc je vais continuer ce sujet comme si de rien n'était. Je vais partir du principe que je sais de quoi je parle. Et voilà. Donc commençons par le commencement. Donc qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur? C'est tout simplement le fait de douter de ses capacités dans un domaine où on n'a pas de raison tout à fait légitime de le douter. Si ce soir je vais vous demander de vous présenter la mécanique quantique, là non, c'est pas un syndrome de l'imposteur, j'en suis juste incapable, c'est pas du tout mon domaine de compétence, c'est super compliqué, c'est pas pour moi. Par contre, si vous commencez à me parler développement front, c'est mon boulot, donc je devrais au moins pouvoir faire l'illusion, j'ai pas trop de raisons de douter de moi. Un truc qui est intéressant, c'est que ça touche 70% des gens au moins une fois dans leur vie. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Donc si vous en souffrez, vous n'êtes pas tout seul. Après, les fréquences et les intensités sont différentes selon les gens. Et ce qui est intéressant, en tout cas moi ce qui m'a surpris, c'est que ça touche autant les hommes que les femmes. En fait, encore une fois, pas forcément de la même manière, mais du coup, c'est malheureusement équitablement réparti dans la population. Et évidemment, comme je suis un imposteur, tout ça, je ne le savais pas avant de commencer cette présentation. J'ai été sur Wikipédia pour vous sortir plein de chiffres géniaux. Alors, pourquoi on a ce syndrome de l'imposteur ? Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai que 10 minutes, c'est des trucs psychologiques, c'est aussi très individuel. Par contre, je vais vous présenter 3 biais que je pense sont importants et notamment qui font penser à notre cerveau que les gens qui sont en face de vous, dans une position souvent d'autorité, donc comme moi, là, je suis en train de vous faire une présentation, que les gens que vous voyez à la télé, etc., sont vachement plus intelligents et vachement plus compétents qu'ils ne le sont pour de vrai. Le premier, je vais vous le présenter avec des Pokémon, parce qu'en fait, tout est vachement plus facile avec des Pokémon. Admettons, on parle de Pokémon ensemble. Vous savez l'équivalent de la zone rouge en Pokémon. Et on discute et vous vous rendez compte qu'en fait, je connais vachement plus sur les Pokémon que vous. Et qu'est-ce qui va se passer dans votre cerveau ? Il va comparer ce que vous connaissez sur les Pokémon, sur votre connaissance globale, et puis il va faire une règle de 3 et assumer, partir du principe que forcément, si je connais 3 fois plus de trucs sur les Pokémon que vous, je suis 3 fois plus intelligent. C'est simple, c'est facile, c'est efficace, voilà. Sauf qu'en fait, votre cerveau, il n'en sait rien, quoi. Ça se trouve, je connais que des trucs sur les Pokémon et je connais rien d'autre. Ça se trouve, j'ai les mêmes connaissances que vous et je suis juste super spécialisé dans les Pokémon. Ça se trouve, j'ai vraiment 3 fois plus de connaissances que vous au total. Peut-être 5, peut-être 10, peut-être 100. On n'en sait rien. Votre cerveau, il a fait un biais. Vous l'avez peut-être vu sur cette forme-là, c'est quand vous voyez quelqu'un, en fait, et vous discutez avec lui, surtout s'il a un peu plus de connaissances que vous. Parce que votre cerveau part du principe, c'est que la personne connaît tout ce que vous connaissez, plus ses connaissances à elle, plus potentiellement les connaissances que vous surestimez des gens. Alors qu'en fait, pas du tout. La personne connaît des trucs que vous ne connaissez pas, vous connaissez des trucs qu'elle ne connaît pas, et vous avez des connaissances en commun. Et voilà, donc c'est l'autre graphique. L'autre effet, c'est ce qu'on appelle le Dunning-Kruger effect. Vous avez peut-être déjà vu cette courbe. De manière très synthétique, ça dit que quand vous commencez quelque chose, vous vous prenez pour le roi du monde parce que du coup, vous n'avez aucune connaissance. Rapidement, vous vous rendez compte qu'en fait, non, pas du tout, il y a plein de trucs que vous ne savez pas, donc vous tombez au fond de la vallée du désespoir, et petit à petit, à partir de là, vous pouvez construire une expertise. Alors pourquoi je vous parle de ça sur le syndrome de l'imposteur ? Tout simplement parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, il est partout sur cette courbe. Ça veut dire que si vous êtes au milieu, et que vous refusez de parler d'un sujet parce que vous avez le syndrome de l'imposteur, les gens qui en parleront à votre place sont soit en haut sur le pic of stupide, et donc ne savent rien et parleront d'un sujet dont ils ne connaissent rien, soit sont des super experts. Et comme dans la vraie vie, malheureusement, il y a beaucoup plus de gens stupides qui se croient compétents que de super masters. Là, du coup, vous prenez le risque que si vous ne parlez pas d'un sujet, quelqu'un de moins compétent vous en parlera. Donc, c'est pas une raison légitime. Et le dernier, alors là, j'ai pas de nom scientifique, c'est moi qui l'ai appelé The Iceberg Effect, j'ai pas réussi à trouver de documentation plus poussée dessus. On sous-estime, en fait, l'effort demandé pour quelque chose qu'on voit. Quand vous écoutez un morceau de musique, vous dites juste « Oh, c'est trop génial, si seulement je pouvais faire les guitares comme eux, ils sont tellement doués. » À aucun moment, vous dites « Alors, combien ils ont fait de prises, combien il y a d'heures de répétition ? Ouais, mais alors attends, parce que là, ça fait 25 ans qu'ils jouent de la guitare. Ok, vous ne me posez pas la question de l'ingé son, combien il a fait de retouches sur le truc. Vous ne vous demandez même pas
Si les musiciens qui jouent la musique du morceau que vous écoutez, c'est vraiment les musiciens du groupe. Ça, c'est The Wrecking Crew, c'est un super reportage. Si vous aimez la musique ou pas, je vous le conseille. Dans les années 60-70, à LA, à Los Angeles, c'était des musiciens studio spécialisés. Vous aviez besoin d'enregistrer un album, vous les appeliez et débarquaient, ils enregistraient votre album dans la journée. C'était magique. Donc si vous écoutez un album des Beach Boys des années 60-70, ou que vous trouvez qu'ils jouent super bien de la musique, bah ça tombe bien, c'est pas eux qui jouent. Voilà. Et c'est pas que les Beach Boys, ils ont enregistré des centaines d'albums, ces gens-là. Donc voilà. Un autre exemple, plus proche de nous, combien de temps vous pensez que ça m'a pris de préparer ce sujet? Oh, je ne vais pas vous faire cogiter trop longtemps, c'est aucune de ces réponses-là. Faisons les comptes. 2 heures à me demander si je suis légitime ou pas, ouais, c'est le syndrome de l'imposteur, hein, ça prend un peu de temps. 3 heures pour tout organiser dans ma tête, donc là ça va, je fais ça sous la douche, la nuit au lieu de dormir, la salle de sport, ça va encore à peu près. 3 heures pour faire les slides, donc vivement que mid-journée et tout ça puisse m'aider là-dessus. Et 2 heures au moins pour répéter, parce que ouais, avoir l'air super compétent sur un sujet que je maîtrise pas du tout, ça prend quand même un peu de temps, hein, forcément. Donc une dizaine d'heures, ça fait quand même beaucoup de travail. Alors moi je suis très perfectionniste, donc forcément ça me prend beaucoup de temps. Pas obligé de mettre autant d'investissement, mais du coup ça demande du travail. Donc la prochaine fois que vous voyez un truc super facile à la télé, dites-vous que ils ont forcément commencé quelque part et qu'en gros ils s'entraînent beaucoup et que peut-être qu'un jour aussi vous pourrez le faire. Voilà. Alors comment on combat ce syndrome de l'imposteur? Pas facile. Et en fait le premier truc, c'est d'admettre qu'en fait c'est tout à fait normal, légitime et parfaitement sain en fait d'avoir ce syndrome de l'imposteur, notamment dans le cas d'une conférence. Vous vous exposez, vous sortez de votre zone de confort, vous vous exposez au jugement des autres. C'est quand même assez flippant. Il y a 30, 40, 50 personnes devant vous qui vous regardent. C'est pas facile. Donc, du coup, vous n'êtes pas juste nul parce que vous avez peur, vous n'êtes pas moins bon, etc. Ne vous dévalorisez jamais parce que vous avez peur, parce que vous avez ce syndrome, en fait. Il faut juste l'accepter pour ce que c'est une peur. Et du coup, à partir du moment où vous savez que vous avez cette peur, vous allez pouvoir commencer à travailler pour la surmonter. Et le premier truc à faire, le plus facile, entre guillemets, pour le surmonter, la première étape, c'est de commencer dans un environnement safe. Rien à voir avec l'agilité, je vous rassure tout de suite, ça sert à rien d'essayer de comprendre le diagramme, hein, personne n'y arrive. L'environnement safe, c'est quoi? C'est tout simplement un endroit où vous vous sentez bien. Donc ça peut être au travail, avec vos collègues, une petite conférence comme les Human Talk où il y a un peu moins de monde sur des sujets rapides, en fait. C'est possible dans votre langue natale et sur un sujet où vous vous sentez un peu plus confiant que le reste. Et si vous n'avez aucun sujet où vous vous sentez confiant, c'est pas grave. Le sujet le mieux, en fait, pour commencer, c'est un retour d'expérience. Parlez de quelque chose que vous avez fait. Personne ne pourra vous dire « vous n'êtes pas légitime ». Bah si, vous l'avez fait, donc c'est forcément légitime. Ça peut être une mauvaise idée, une très bonne idée pour laquelle vous l'avez faite. Tout retour d'expérience est bon à prendre, tout apprentissage est bon. Et personne ne pourra douter de vous là-dessus. Et ensuite, il faut vous préparer. Voilà, 10 heures de préparation, etc. Voilà, à vous de voir où vous mettez la barre en fonction de votre exigence. Mais plus vous êtes stressé, plus vous avez peur, et plus vous voulez un résultat efficace et épatant, plus ça vous demandera de travail forcément. Et c'est là où la magie se fait. Alors évidemment, n'oubliez pas qu'on c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc du coup, mettez pas la barre trop au début. Hein. Moi au début, une présentation, vous étiez nuls, et je suis encore très très loin des Steve Jobs et tous les grands cadors du truc, mais à chaque présentation, j'essaie de m'améliorer, voilà, mes slides sont un peu plus léchés, etc. Donc ça se travaille, petit à petit, vous allez devenir de meilleur. Et la seule raison que vous avez pour vous lancer, en fait, c'est tout simplement d'avoir envie de partager quelque chose, de pouvoir d'échanger sur un sujet, avoir un sujet qui vous plaît, vouloir en parler, c'est tout ce que vous avez besoin. Si vous êtes champion du monde de sujet ou le plus grand expert du sujet du monde, c'est mieux, mais c'est absolument pas nécessaire. Tant que vous voulez parler de ce sujet, allez-y, énoncez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous amuser. Vous faites ça pour vous, pour votre carrière, pour vous donner un challenge, lancer des défis, peu importe, en fait, faites ça. Moi, jamais j'irai faire du saut élastique, hein. J'ai fait du parapente, j'ai cru que j'allais mourir, jamais on fera le coup, quoi. Par contre, être devant vous aujourd'hui, ça me stresse, c'est angoissant, c'est dur. Mais quelque part, il y a des décharges d'adrénaline, d'endorphine, ça fait du bien aussi. Après coup, je suis super content de moi, ça booste un peu mon ego, j'ai l'impression d'avoir fait du bon boulot, donc du coup, c'est cool. Voilà, alors en conclusion, avoir peur et ne pas se sentir à l'aise à sa place, c'est parfaitement normal et légitime. Ne vous dévalorisez jamais pour ça. Vous n'avez pas besoin d'être dingue pour jouer au foot. Du coup, la seule légitimité dont vous avez besoin, c'est l'envie de partager quelque chose. Bien se préparer, c'est primordial, c'est là où tout se joue la plupart du temps. Commencez dans un environnement sécurisant et n'oubliez pas d'y prendre du plaisir. Mais n'oubliez pas, je suis un imposteur. Donc là, vous avez soit face à deux choix en fait. Soit j'ai réussi à vous convaincre malgré le fait que je suis un imposteur, et donc vous ne pourrez plus jamais vous dire que je suis un imposteur, je ne peux pas le faire puisque je l'ai fait. Soit tout ça en fait, c'est nul et vous n'y croyez pas du tout. Donc j'espère que vous serez là le mois prochain pour essayer de démonter ma présentation. Dans tous les cas, je vous remercie et j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Est-ce qu'il y a des questions ? Pour en avoir donné un sur le syndrome d'imposteur, je sais à quel point ça peut être difficile d'être devant la salle, donc merci d'avoir montré ton courage et d'être là ce soir. J'avais juste une question sur pourquoi est-ce que ça t'a pas intéressé d'aller voir la science, parce qu'il y a une science assez fourbie en psychologie sur le syndrome de l'imposteur.
Et j'étais curieuse de savoir pourquoi t'as pas été faire cette démarche-là. En fait, c'est déjà parce que j'ai horreur des livres scientifiques, que ce soit dans le dev, dans la psychologie, etc. De manière générale, j'ai beaucoup de mal à lire ce genre de sujet, à aller au bout. Donc du coup, là, c'est purement personnel, en fait. Après, j'ai quand même fait j'ai pas fait des grandes recherches, en fait, mais encore une fois, j'en ai discuté avec beaucoup de gens. Je suis par une psychologue, on en a discuté énormément. J'ai eu le temps de travailler énormément sur moi. Je suis pas là par hasard non plus, ça m'a pris du temps. Moi, c'est des choses que je fais depuis des années. Et en fait, ouais, c'est surtout ce point-là, en fait, tous ces bouquins, moi j'ai beaucoup de mal avec. On tombe vite dans les bouquins de self-help, en fait, où du coup il y a beaucoup de Yaka Foncon, etc. Voilà, boostez-vous, motivez-vous et tout se passera bien. Non, mais en fait, mon cerveau il fonctionne pas du tout comme ça et aucun cerveau ne fonctionne comme ça. Du coup, j'ai un peu cet a priori négatif sur ces choses-là. Et après, du coup, il faudrait aller vraiment sur les recherches médicales pures, en fait. Et là, c'est très très compliqué à lire quand on n'est pas du domaine, souvent. C'est rarement vulgarisé, etc. Donc du coup, voilà, c'est un peu mes raisons. Ouais, trop cool. En tout cas, tes slides, elles sont incroyables. Genre, on voit beaucoup la patte du dev front, c'est bravo. Et pareil, le contenu d'après était vraiment génial. Donc, merci de nous avoir régalé ce soir. Merci. Soyez pas timides, vous n'êtes pas tous obligés de donner des super compliments comme ça. Hein. Moi, ça me fait super plaisir. Donc. Comment tu t'es lancé dans les présentations et les conférences ? Alors au début, c'était un challenge à moi-même. Je suis quelqu'un de très timide, de très réservé. J'ai pas mal d'angoisse sociale, pour être honnête. Et du coup, c'était un moyen pour moi d'essayer de confronter ça. Alors à l'époque, je faisais ça tout seul en essayant de me challenger, justement en me disant, bon, il y a qu'à, je vais me pousser, je vais y arriver. Ça a plus ou moins bien marché, en fait. Et après, je me suis rendu compte qu'un peu comme tout, il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Et au final, il y avait aussi beaucoup de choses positives derrière. Et qu'en effet, ça m'a fait sortir de ma coquille, etc. À l'époque, j'aurais aimé en fait avoir toutes ces suggestions et toutes ces aides en fait, que j'ai données très rapidement en fait, mais j'aurais aimé qu'on m'accompagne plus. Mais du coup, ça a été un bon moyen de se lancer. Et du coup, petit à petit, en fait, encore une fois, j'y étais vraiment progressivement. Hein. Je vais commencer par des présentations devant 300 personnes, et j'en fais pas, non, même aujourd'hui, j'en fais plus. Donc, mais en tout cas, ouais, c'est plus cette idée de sortir de ma zone de confort et d'affronter ce qui me faisait vraiment peur en fait. Voilà. Et du coup, en y prenant goût, ça s'est resté, et du coup, j'ai continué à en faire. Et plus j'en fais, l'angoisse ne part pas, mais plus c'est facile de la gérer, puisque du coup, je commence à être habitué à je sais comment ça va se passer, en fait. Donc, il y a un truc très important en psychologie, si vous avez peur de quelque chose, en fait, le meilleur moyen de casser cette peur, c'est d'être dans l'action, en fait. La peur vient beaucoup de l'anticipation, donc du coup, plus vous êtes dans l'action, plus ce sera facile d'affronter cette peur. Et donc, du coup, là, en continuant d'en faire, en fait, plus j'en fais, la peur ne s'en va pas, mais du coup, ça devient quelque chose, un petit compagnon de passage qui est juste là, et en fait, voilà. Donc là, je suis stressé, mais ça se voit moins parce que j'ai travaillé avant, et parce qu'en fait, maintenant, j'ai appris aussi à gérer cette peur.